On parle souvent de la notion de lavage de cerveau, hein, de brainwash. Puis ça m'intéresse. Puis là, c'est un appel à tous que je lance. Si quelqu'un connaît un psychologue, un psychiatre, un expert des sectes, je sais pas qui ça pourrait être d'autre, un médecin ou whatever, là, un spécialiste des religions, whatever, j'aimerais ça avoir quelqu'un à un moment donné pour faire une émission sur le concept même de lavage de cerveau, de brainwashing, pour savoir dans le fond quel est le bien fondé selon eux par rapport à leur discipline de ce concept-là. Parce que j'ai fait des recherches là-dessus, puis ça me paraît quelque chose qui est important parce que c'est un mot, tu sais, c'est comme un peu le mot inconscient. Hein? Depuis Freud, finalement, il a pas fait grand-chose d'extraordinaire dans ses découvertes comme scientifique, mais finalement, l'invention même du mot inconscient a un impact incroyable parce qu'aujourd'hui, tu sais, faites le test, là, vous parlez avec des amis, vous dites, ouais, tu sais, mon ex a fait telle affaire, ou ma mère a fait ça, puis c'est clair que quelqu'un va dire, ah, mais tu sais, ça devait être inconscient. Alors qu'avant que ce gars-là existe, le mot même fait même pas de sens. Là. Tu sais, le mot existe pas, donc ça rend les choses, ça rend la réalité différente. Mais le concept de lavage de cerveau a moins d'importance que celui de l'inconscient, mais quand même, on a vu avec l'histoire de Manson que c'est un gars que dans l'enfance, probablement que s'il avait été élevé dans une famille normale, puis qu'il n'avait pas été envoyé dans des patentes de catholiques radicaux, il n'aurait pas viré tel qu'il l'est devenu par après. Pis ça, ben, on est obligé de constater, vous avez sûrement déjà tous rencontré quelqu'un, là, soit là, qui était rentré dans des espèces d'évangélistes baptistes ou qui s'est converti à une secte alimentaire, là, que ce soit le régime keto, ben, les vegans ou qu'est-ce que vous voulez. Puis là, vous vous dites, moi, il me semble que mon ami est pas du tout pareil que quand j'y parlais avant. Il me semble qu'il est rendu complètement transfiguré, complètement différent. Puis, je comprends pas ce qui est arrivé. Il me semble que quand je l'ai connu, il était pas de même. Mais ça, tu sais, il y a des procédés reliés à ça, puis finalement, je pense que le concept de lavage de cerveau est un concept intéressant, au moins pour essayer de comprendre un minimum comment ça peut se produire. Donc, si je le définis brièvement, le lavage de cerveau, c'est quoi? C'est une forme de manipulation mentale qui, bon, va agir pour reconditionner votre libre arbitre. Donc, libre arbitre, c'est quoi? C'est un terme un peu compliqué pour dire votre liberté. Donc, on pense que l'origine de ça, en tout cas l'origine du mot, là, la première fois qu'on a commencé à parler de ça, ça vient d'une expression chinoise qui se dit comme suit, là, pardonnerez mon accent, le Xi Nao. Donc, le Xi Nao, c'est quoi? Ça désignait les camps de rééducation qui étaient mis en œuvre par le Parti communiste chinois dans les années 40. Ensuite, le terme brainwashing, donc son adaptation anglaise, ça a été utilisé surtout à l'époque où la télévision était mise en marché là, pour dénoncer, ça c'était surtout le point de vue de la gauche, là, pour dénoncer les campagnes de publicité qui visaient à faire acheter toutes sortes de trucs. Puis on disait, ah, la télévision lave le cerveau des gens. Ensuite, on a découvert que durant la Deuxième Guerre mondiale, c'est ça, justement, on revient aux les Chinois et les Coréens aussi, et un peu plus tard, les Vietnamiens, on va en parler, expérimentaient des genres de tentatives de lavage de cerveau. Donc, ils emprisonnaient du monde, puis grâce à toutes sortes de techniques dont je reparlerai, ils essayaient de leur faire dire et leur faire faire toutes sortes de patentes. Donc, selon eux, ben, apparemment, selon les Coréens, se sont rendus compte qu'il y a à peu près juste 15% des gens qui étaient emprisonnés qui n'étaient pas réceptifs aux techniques de brainwashing. Sauf que dans le milieu scientifique, puis c'est pour ça que j'aimerais ça m'entretenir avec un expert, cette idée-là ne fait pas du tout consensus. Donc habituellement, ils reconnaissent que le cerveau, donc la conscience plus précisément, elle peut être remodelée, mais uniquement sur certains paramètres et non sur la manipulation mentale comme telle. Donc on va dire la conscience peut être altérée, mais par des moyens mécaniques. Donc mécanique, ça réfère à quoi? C'est par exemple les lobotomies dans le temps. Donc on se rappelle la fameuse histoire d'Alice Robbie, et surtout la sœur, je crois, de la famille Kennedy qui a été lobotomisée. Donc on sait qu'en enlevant des parties de cerveau, on altère la conscience et on produit certains comportements. Après ça, les scientifiques reconnaissent l'impact des méthodes chimiques. Donc c'est quoi les méthodes chimiques? C'est l'usage
l'usage de psychotropes, les opioïdes, l'usage de drogues quelconques, le LSD, tout ça. Mais pourtant, si vous regardez si vous réfléchissez à ça, vous allez vous apercevoir qu'il y a toutes sortes de domaines où ça semble exister. L'idée du lavage de cerveau. Donc, quelque chose de bien simple, l'hypnose. Apparemment que certains thérapeutes utilisent cette technique-là pour incruster des idées ou retirer des idées dans l'esprit de quelqu'un. Tu sais, par exemple, se faire hypnotiser pour arrêter de fumer. Est-ce que ça marche? J'en ai aucune idée. J'y crois relativement peu, mais disons que c'est quelque chose qui existe, puis que l'efficacité de ça pourrait être débattu, mais c'est certain que c'est quelque chose qui est présent pour jouer dans la tête du monde. Aussi, on a les techniques de conditionnement, donc la fameuse histoire du chien de Pavlov. Là, donc, on renforce certains comportements par des récompenses, on punit certains autres comportements, puis on obtient, une attitude quelconque. Tous les gens qui ont dressé des animaux, des chevaux, des chiens, peu importe, savent que le conditionnement est une technique de manipulation au sens large. C'est pas nécessairement négatif, mais élever un chien, élever un enfant, plus dans un autre registre d'idées, c'est une forme de conditionnement, de manipulation mentale. Ensuite, on a le phénomène de la radicalisation, donc les djihadistes, par exemple. On sait qu'il y a des gens qui avaient une vie à peu près normale. À un moment donné, ils rencontrent des gens de preachers, des imams, puis là, ils deviennent complètement timbrés, puis ils veulent se faire sauter quelque part. Ça, il y a une origine à ça. C'est ce qu'on appelle la radicalisation. Bon, est-ce que ça se passe toujours de manière aussi simple? Non, certainement pas. Ça semble quand même être quelque chose de compliqué, mais on sait que le brainwashing religieux est très possible. Ça peut être le brainwashing écologiste aussi. Là. Pensez à l'histoire de Ted Kaczynski. Ted Kaczynski, c'est le qu'on a appelé Una Bomber, j'en ai déjà parlé souvent. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il lisait les manifestes sur le danger de la technologie qui avait été écrit par Jacques Ellul. Donc Jacques Ellul, c'est un philosophe, un sociologue, historien français qui a écrit sur la technologie, la technique. Puis lui, après avoir lu ça, il est devenu complètement maboule, il a fait sauter des bombes, il a envolé des colis piégés, tout ça. Est-ce que c'est une forme de manipulation mentale par l'influence? Très certainement, en tout cas qu'on peut dire que Ellul a eu une influence involontaire, parce qu'il ne sait pas, là, il n'a jamais su que ça avait rapport avec ça, il est mort avant. Mais on sait que Kaczynski donc, a été influencé, a été manipulé un peu à son insu par des écritures, par des thèses. Après ça, on a le phénomène sectaire, donc la conversion à toutes sortes de sectes. Pensez à ça, on voit très bien que les gens qui embarquent dans les patentes de Krishna puis de tout ce que vous voulez, il y a un côté sectaire, il y a un côté manipulation mentale dans les sectes. Là. Tu vas appartenir au groupe, tu vas nous donner tes biens, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Il n'y a pas le choix d'admettre qu'il y a un côté lavage de cerveau là-dedans. Il y a aussi toute la patente du déprogramming. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais ça c'est complètement fou. Là. C'est que pour contrer le lavage de cerveau, on avait recours à des genres dans les années 70, des genres de délavage de cerveau, si je peux dire, c'est ça le terme déprogramming. Donc c'est une déprogrammation. Puis ça, t'as toutes sortes d'histoires d'horreur. Là. C'était des techniques pour lutter contre l'endoctrinement sectaire. Puis là, t'as toutes sortes d'exemples qui sont arrivés là-dessus dans l'histoire, là, notamment un gars qui s'appelle David Moore qui aurait été adepte du temple de Krishna à Los Angeles, puis il aurait été kidnappé par un genre de déprogrammeur qui l'a ramené dans une chambre d'hôtel, puis selon ce que Moore a rapporté, il l'aurait battu, harcelé, torturé avec de la glace, puis privé de sommeil. Pour le but c'était quoi? C'est de le reconditionner à ne plus croire aux niaiseries religieuses qui avait endossé. Si vous voulez vraiment savoir c'est quoi un lavage de cerveau, là, si tant est qu'on peut dire que ça existe, ou en tout cas qu'on peut reconnaître la pertinence de ce terme-là, allez voir l'histoire de Robert Ford. Donc Robert W. Ford, c'est un animateur de radio, en tout cas un gars qui était dans la radio dans les années 40. C'est un Britannique, puis lui il est envoyé au Tibet comme genre de correspondant dans les années 40, mais entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Il y a la révolution communiste au Tibet.
Donc, la révolution communiste au Tibet, le Parti communiste entre au pouvoir, et finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il a été envoyé dans un camp durant 5 ans. 5 ans où on essaie de le reprogrammer. Et en sortant de là, il a réussi à un moment donné à sortir dans les années 50. Il a été retourné aux autorités britanniques, en 1955, je crois, puis 2 ans après, il a sorti un livre qui s'appelle Capture in Tibet. Donc ça, c'est un livre qui raconte l'histoire de sa captivité et de ce qu'il a vécu là-bas. On a les camps au Vietnam aussi, les camps Viet Minh, donc c'est un genre de patente paramilitaire au Vietnam qui est institué encore une fois par les partis communistes, et eux, on rapporte que de ces camps-là a survécu à peu près juste même pas 30% des prisonniers qui ont été envoyés là. Puis là, peut-être vous vous dites, bon là, si nous parle des affaires des années 30, des années 40, des années 50, qu'est-ce qu'il y en a aujourd'hui? Ben, qu'est-ce qu'il y en a aujourd'hui, on va le dire. Actuellement, en Chine, depuis 2014, il y a des camps de rééducation. Donc, dans la province de Xinjiang, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, mais il y a des centaines de milliers, pour ne pas dire 1 million ou plus de musulmans qui sont envoyés dans ces camps-là. C'est quoi ces camps-là? C'est officiellement, le gouvernement chinois a reconnu là, l'existence de ça. Vous pouvez aller voir le Washington Post, 11 octobre 2018. Il y a un très bon article là-dessus. Officiellement, ils disent, bon, c'est des camps de formation professionnelle, là, mais c'est réservé aux musulmans. Ils aiment ça être entre eux autres, puis ils ont du plaisir, puis tu sais, toute la vie est belle, tout va bien. Puis finalement, il y a quelqu'un qui est sorti de là, d'une des 1200 installations qui ressemble maintenant étrangement à des camps de concentration, et puis il a témoigné, il a dit, le but, c'est de tuer notre mémoire, anéantir l'identité distincte des individus, notre langue et notre histoire. L'idéologie communiste nous est inculquée. Hey, c'est fucké, là. De manière complémentaire à ça, il y a Emmanuel Durand, qui est un journaliste de l'AFP, qui dit ça, qui rapporte le 17 mai, je cherche ça, 17 mai 2018, Emmanuel Durand. Il rapporte que, justement, un des anciens prisonniers des camps Kairat, Samarkand, lui, il a déclaré avoir été détenu, torturé dans ces camps-là, puis forcé à manger du porc et à boire de l'alcool. Donc, vu que les musulmans prennent pas de ces substances-là pour les conformer à la collectivité chinoise, hein, pour les gens de les inclure puis leur laver le cerveau, ben ils leur faisaient faire des affaires qui étaient à l'encontre de leur valeur, de leur pratique. Puis on disait même qu'il était exposé à plusieurs heures par jour, menotté pieds-poings pendant 12 heures à de la propagande communiste, donc des genres de vidéos où on t'explique la beauté du régime et les lendemains qui chantent avec la Révolution rouge. Et autre information complémentaire, le 17 octobre 2018, le Figaro rapporte que la Chine va défendre ce programme-là et va dire « Oh non, mais c'est juste des écoles là, pour musulmans. » Là. Ça, c'est M. Sakin, le numéro 2 du parti, qui va dire ça. Mais les gens qui ont été là-dedans, qui sont ressortis et qui ont pu témoigner, ou les gens qui ont travaillé, des gens qui ont travaillé là, je pense qu'ils ont leaké de l'information, on dit ben écoutez là, c'est pas compliqué, on oblige les gens qui sont là-bas à chanter des chants révolutionnaires et à réciter des slogans communistes. Donc c'est fou là. Puis ça, ben, même si c'est contesté par la communauté scientifique comme étant des techniques viables, on sait qu'il y a des pratiques qui sont faites pour lier à la manipulation mentale puis qui ont été testées par les militaires et on sait qu'il y a des résultats qui sont associés à ça. Donc une des techniques, je les nomme un peu en rafale pour vous donner une idée à quoi ça peut ressembler. Il y a l'isolement, donc on isole les gens. Le contrôle de l'information, donc contrôler l'information que le prisonnier peut avoir ou que le patient peut avoir entre guillemets, là, parce que ça peut prendre la forme d'une thérapie aussi, comme on a vu avec le déprogramming. Après ça, on va essayer de créer un état de dépendance. Donc pensez à tous les cycles, là, Moïse Thériault, tout ça, les filles sont dépendantes de lui, ils n'ont pas le choix d'être avec lui pour vivre parce qu'ils ont rendu dépendantes à lui. Donc ça fait partie des techniques de manipulation. Ensuite, on va dire qu'on va utiliser les techniques de stimuli. Donc, j'ai parlé un peu du conditionnement, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on récompense certains comportements et on punit de manière grave certains autres comportements, ce qui amène le sujet ou le patient à adopter certaines idées par la force, par la manipulation, par les stimuli. Ensuite, on parle d'une autre technique qui est la répression des idées. C'est l'idée de faire tout le temps savoir au sujet que ces idées sont fausses. Donc, à chaque fois qu'il va dire quelque chose, il va dire non, c'est faux. Non, ça c'est pas vrai.
Non plus. Ça, c'est pas vrai non plus. Ça n'a pas rapport. Donc, qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que ça crée chez le patient une espèce d'instabilité mentale, et puis là, on peut l'amener à se désindividualiser. Donc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire oublier ce qui nous distingue des autres, pour embarquer dans... Et puis ça, là, ça nous fait étrangement penser à certaines visions politiques que des partis qui se prétendent être respectables ont, là. Donc, on parle de l'idée de créer une identité collective. Donc, au sein d'une secte, on veut créer une identité collective autour d'un genre de gourou, puis ça peut être la même affaire autour d'une idéologie, d'une façon de penser. Donc, c'est chaque individu doit renoncer à ce qu'il distingue et adopter l'identité du groupe. Donc, ceux qui étaient alentour de Thériault, bon, qui avaient adopté l'identité de la secte. Ceux qui sont dans l'espèce de régime communiste doivent... on parlait de l'idée, les camps pour les musulmans, ben, eux autres vont devoir abandonner leurs coutumes, leurs affaires pour se fondre dans la majorité. Ben, je sais pas ce que ça vous rappelle, mais moi, ça me rappelle bien des affaires sur ce qui se passe ici. Ensuite, contrôler le langage, c'est une autre technique. Donc, on enlève certains mots du langage, on interdit certains vocabulaires. Qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que ça empêche la remise en question et ça enlève des instruments pour réfléchir. Et finalement, une autre des techniques, c'est détruire les figures d'autorité. Donc, chaque personne a des figures d'autorité. Une figure d'autorité, c'est quoi? C'est par exemple, ben moi, mon père m'a toujours dit que j'ai toujours pensé que... Bon, ben ça veut dire que on dit... les patients qui sont là vont dire, ton père t'a toujours menti, ta mère t'a toujours menti, tout le monde t'a menti, le seul qui te comprend puis qui sait c'est quoi ton bien, c'est moi, c'est le parti, c'est le gourou, c'est le militaire qui te pose des questions ou whatever. Et puis ça, ben ces techniques-là, c'est basé sur une étude qu'a faite Robert Cialdini. Donc Robert Cialdini, c'est un psychologue américain qui enseigne à l'université de l'Arizona. Donc lui, il a écrit un livre qui s'appelle 6 principes sur la persuasion. Donc c'est une théorie sur comment persuader les gens d'adopter certains comportements. Puis là, à ça, on pourra ajouter toutes sortes d'autres affaires, genre la privation de sommeil, la manipulation des souvenirs, toutes sortes d'autres affaires plus dégueulasses les unes que les autres. Ça nous ramène dans notre petit dôme, même si les points précédents ont dû vous faire penser à certaines affaires. Si vous fouillez sur Internet Radio-Canada le 20 mai 2018, vous allez vous lire sur l'histoire du docteur Cameron. Donc, Ewen Cameron, c'était qui? C'est un médecin qui travaillait à l'Institut Allan Memorial. Donc ça, c'est où? C'est à Montréal. Vous pouvez voir encore le bâtiment. Et puis, c'est qu'il y avait un recours collectif. Ben, pas un recours collectif, mais beaucoup de gens qui se sont réunis pour se plaindre du docteur Cameron. Donc lui, qu'est-ce qu'il faisait à l'Institut Allan Memorial? Donc ça, c'était une patente qui était en partenariat avec la CIA, le fameux projet MKUltra, là, dont justement Ted Kaczynski, on apprend dans le documentaire sur Netflix qu'il aurait été victime des expériences de MKUltra qui sont grosso modo des affaires de brainwashing que faisait la CIA pour essayer d'obtenir des informations de des prisonniers puis toutes sortes de patentes de même. Donc lui, qu'est-ce qu'il essayait de faire, le docteur Cameron, entre 1950 et 1960? Et puis là, on n'est pas du tout dans le délire là, monomaniaque complotiste. Là, je vous le dis, vérifiez ça, Radcan, le 20 mai 2018. On va dire que c'est ça, Ewen Cameron, c'est un médecin écosso-canadien, là, je sais pas exactement comment on dit ça, mais lui, pendant 15 ans, il expérimente pour effacer des souvenirs puis implanter des souvenirs que des gens ont, des faux souvenirs dans l'esprit des gens. Donc, il utilise le LSD, les électrochocs, on dit même qu'il a plongé des patients dans des sommeils artificiels avec des bandes sonores qui répétaient un message répétitif pour essayer de faire rentrer ça dans le cerveau. C'est un peu comme les mantras, là, qui sont d'ailleurs une autre forme de manipulation mentale.